Salut, salam, shalom. Et ben voilà, alors pour une explication des règles, parce que ça c'est quand même du jeu assez gros, feudum, fief en français, ça vient du latin. Voilà, donc je vais vous présenter ça, un grand plateau de presque 1,10 m sur une quarantaine de centimètres, si j'ai bon souvenir. On a des cartes actions ici. Bon, on commence par quoi? Je vais commencer par le plateau, tout simplement. Alors, nous avons une carte d'un royaume avec 6 régions différentes. Les grandes îles, les petites îles, les forêts, déserts, les terres sauvages, les Badlands, et les montagnes. Voilà. Alors évidemment, bon, après, le design, on l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas un grand fan. Mais vu que le jeu est vraiment très très bon, hein, j'ai pas de jeu préféré, mais c'est vrai que celui-là, il est parmi mes préférés, parce qu'il est vraiment, enfin pour moi, superbe. Et finalement, je me suis fait au design. Alors, comment ça fonctionne? Par quoi commencer? Parce qu'il est tellement vaste ce jeu. Nous avons sur les côtés des 3 guildes de chaque côté qui se font un peu des vases communicants parce qu'elles correspondent entre elles. C'est-à-dire qu'il y a ici une flèche à chaque fois qui dit hop, cette guilde correspond à cette guilde. Et là, ça revient à la guilde qui est en face, comme si elle était contiguë. Ça tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de celle-là, ça repart à celle-là, etc. Alors, je vous explique ça. On a, pour commencer, la guilde des marchands. Pardon, je dis n'importe quoi. La guilde des fermiers. Ensuite, nous avons la guilde des marchands. Ça, ce sont les petits logos. Hein. Là, c'est un petit mouton. Là, des petites pièces pour les marchands. Ici, un rouage pour les alchimistes. Et en face, ici, la guilde des chevaliers, avec la double H. Ici, la guilde des nobles, avec la couronne. Et ici, la guilde des moines, avec la croix. Voilà. Donc voici comment est organisé le plateau du jeu, avec une région, un royaume divisé en 6 régions, et 6 guildes qui vont un peu nous aider à gérer tout ça. Alors le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Le but du jeu, hein, on part à 0, les points font le tour, ce sont les points de vénération, on cherche dans ce jeu à être le plus vénéré du royaume. C'est du combat de territoire, hein, on peut dire. Voilà. Alors, la mise en place, je vais survoler ça, parce que bon, sur les 2 pages d'entrée du manuel, vous avez la mise en place expliquée. Hein, c'est toujours pareil. Hein, si vous voyez comme ça sera le modèle tel que ça doit être fait. Ici, je vais quand même vous passer vite fait. Donc ça commence par celle-là. Celle-là, on y viendra à la fin. On place ces petites ressources qui sont ici en vert la nourriture, en marron le bois, en noir le fer, en jaune le soufre et en blanc le salpêtre. Ce sont les 5 ressources du jeu qui vont vous aider à faire des choses dans le jeu. Ici, on peut en acheter, bon, on verra ça après. Là, je vous explique un petit peu la mise en place plus tôt. Donc ici, sur la guilde des alchimistes, ça sera comme ça. Ici, on aura 3 salpêtres, un soufre seulement, une nourriture, et puis là, les 3 rangées complètes de bois et de fer. Voilà. Ensuite, nous avons ici des vaisseaux. On a un sous-marin, navire et aéronef. Tout ça, on les retourne, hein, de ce côté-là, évidemment, on ne les voit pas, on mélange, et puis on en tire 2 au hasard qu'on va mettre ici. Donc là, on en a 2, hop, j'ai tiré d'ailleurs 2 sous-marins, c'est comme ça, pour le jeu qu'on va se faire avec Mariposa, on va le filmer, celui-là, justement.
Voilà la mise en place de là. Après, on passe de l'autre côté. Là, vous mettez des marqueurs d'influence, deux chacun. Alors, nous, on joue à deux. Si vous jouez à deux ou à trois, vous en complétez d'un quatrième. Il faut au moins qu'il y en ait quatre, hein, deux fictifs. Hein. Le rose et le bleu sont des fictifs, mais il faut qu'ils soient là. Voilà, pour la guilde, ce qu'il faut faire des chevaliers. Ensuite, ici, nous avons les sceaux royaux. Vous les mettez de ce sens-là où on ne voit que des sceaux royaux parce que de l'autre côté, ce sont des perles de rosaire avec des chiffres. Et vous en tirez, vous les mettez tels que indiqués ici, au hasard, toujours, bien sûr. Ensuite, vous en tirez au hasard que vous allez mettre ici dans la guilde des moines, mais en les retournant cette fois côté perles de rosaire. Vous en mettez 4. Tel qu'indiqué ici, et ensuite de l'autre côté, vous allez en tirer un au hasard, que vous allez retourner aussi, comme ça en perles de rosière, que vous allez mettre sur un des poulets, un des 4 poulets de la fermière. Et ici, vous allez tirer dans le havre-sac, parce qu'un joli sac en velours est fourni comme ça, où vous avez toutes les réserves de ressources pour qu'on les tire au hasard. Là, vous en tirez 10 au hasard. Alors attention, dans la règle en français, ils ont oublié de le mettre. Voilà, je vous le dis, le cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Heureusement, Féodome, il donne une règle en français et une règle en anglais, ce qui m'a permis d'ailleurs de chercher, de relever deux coquilles assez balèzes, c'est-à-dire celle-là, où ils oublient quand même de vous dire qu'il faut tirer 10... bon, on le voit sur l'illustration, mais bon, ils ne le disent pas dans la mise en place. N'oubliez pas de mettre 10 ici comme ça. Ensuite, on a des tuiles qui vont de 4 à 1, des tuiles paysages. Vous les mettez comme ça sans savoir, vous les mélangez et vous mettez les 4 en dessous. Hein, vous avez 6 emplacements, 4 par-dessus, une 3, une 2 et une 1. Voilà. Vous allez voir, vous verrez ce que c'est quand on jouera, les tuiles paysages. Ensuite, là, vous placez votre pion, parce que ça se fait en 5 saisons, on va pouvoir appeler ça, 1, 2, 3, 4, 5, là, ici. Donc, sur le premier rayon de soleil, vous placez votre pion, votre marqueur de saison. Ici, vous avez deux jetons couleur des joueurs, vous les placez sur le 0. Voilà. Ensuite, vous prenez les lieux. Alors, il y a 3 sortes de lieux. Vous avez les postes d'avant-garde, les fermes et les villes. Et les fiefs. Voilà ce qu'on a dans le jeu au niveau des lieux. Donc, vous en avez qui ont un dos comme ça, qui est vierge, soit avec un cercle rose, comme ça, qui correspond d'ailleurs avec ces cercles roses sur les cartes. Vous les mélangez face cachée, hop, 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 et vous les distribuez sur tous les lieux du plateau. Hein. À chaque fois que vous voyez un rond comme ça, en surimpression comme ça, hop, vous placez un lieu au hasard dessus. Et vous en avez 6, je crois, qui sont roses de l'autre côté. Vous les placez aussi au hasard, mais uniquement sur les lieux roses. Voilà. Ensuite, chaque joueur va avoir des dés. Ça, c'est pas des dés pour jouer, hein, c'est des dés pour marquer une des 6 guildes. Voilà. Ça représente des personnages. Vous en avez 3 chacun. Vous avez 7 marqueurs d'influence au départ. Vous avez 3 petits pions comme ça. Il y en a 2 qui peuvent servir de préfet. On verra ça plus tard. Et vous vous donnez 7 shillings. Voilà. Vous avez des petites bourses comme ça, perso. Vous allez pouvoir mettre des ressources dessus. Je vais vous expliquer ça en jouant. Et puis ici, vous avez 7 nourritures qui sont données. Et chaque joueur, avant de jouer, devra aussi choisir 3 ressources de son choix dans le havre-sac, mais pas au hasard, hein, il est choisi. Hein, si vous voulez prendre 3 autres nourritures ou ce que vous voulez, une des 5 ressources, vous prenez celle que vous voulez. Si c'est une de soufre,
jaune, soit vous la mettez là, soit vous la mettez sur le tonneau de la couleur du joueur, hein. Donc moi seul j'ai le jaune, toujours Mariposa le rouge. Donc vous avez, c'est un jeu de 2 à 4, à 5 joueurs, pardon. J'ai oublié de vous le dire au départ, d'ailleurs vous voyez 5 tonneaux. Euh, vous pouvez poser votre souffle sur le tonneau, vous allez savoir pourquoi plus tard. Donc voilà pour la mise en place. Voilà, sur le côté du plateau, vous avez les pièces, là vous avez des cibles. Je vous expliquerai ça. Là vous avez un behemoth et là un que l'on peut éventuellement acquérir, et là un serpent de mer. Alors une petite coquille qu'ils ont fait à la traduction des règles françaises. Le Behemoth, ils ont mis, d'ailleurs nous on a joué dans les premières parties comme ça, on le prend rarement faut dire, on les prend rarement ces monstres, mais sait-on jamais. Le serpent de mer, lui, fait toutes les voies navigables, et le Behemoth, lui, ils ont marqué sur la règle en français qu'il fait uniquement les voies de l'aéronef, en fait, les voies par les airs. Alors que non, il fait aussi les routes normales. Bien évidemment, c'est marqué dans la règle en anglais. Pof, une belle coquille, parce qu'il y en a qui ont dû jouer comme ça. Donc rectifier, le Behemoth, il peut prendre les routes normales. Voilà, également à celles des airs. Alors maintenant, on va en venir au cœur du jeu. Oui, vous avez aussi chaque joueur a une belle aide de jeu qui est très très bien, parce que c'est un jeu quand même qui est assez beaucoup de choses à retenir. Donc voilà, là je vous ai étalé comme ça les cartes que chaque joueur va avoir à sa couleur, qui sont 11 actions, 11 cartes d'action. Ça se mélange pas, hein, vous les avez à chaque fois en paquet, et à chaque début de tour, vous allez en choisir 4. Vous allez choisir 4 cartes pour jouer à chaque round. À chaque tour, on va appeler ça plutôt comme ça, à chaque tour. Donc à chaque tour, vous allez choisir 5 cartes. Vous pouvez éventuellement... 4 cartes, j'ai dit des bêtises. 4 cartes, et vous pouvez en choisir, c'est pour ça que je disais ça, je voulais en venir, vous pouvez choisir une 5e carte si sur votre bourse, comme ça, vous déposez une ressource blanche qui est un salpêtre. Le salpêtre, comme il s'est marqué d'ailleurs ici, le salpêtre, ça vous permet de faire une action supplémentaire. Tout ça en attaque aussi, mais ça on verra ça bien plus tard. Donc voilà. Ou si vous mettez aussi un soufre, mais c'est soit le salpêtre, soit le soufre, jamais les deux en même temps, le soufre, lui, va vous donner le droit de jouer 2 actions consécutives. Parce qu'on joue une action, ensuite l'adversaire, le joueur suivant joue une action, etc., etc. Une action chacun. Et bien là, vous pouvez en faire 2 d'affilée. Des fois, ça peut être très intéressant. Donc, c'est le souffle qui permet de le faire. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas mettre les 2 à la fois. Oui, alors ça, c'est le truc de premier joueur. Hein. Et puis ça, c'est le dé de progression. Non pas de progrès, comme ils ont traduit aussi, parce qu'ils traduisent aussi mal cette règle. C'est le dé de progression. Vous verrez ça aussi plus tard. Alors, je vais vous expliquer assez brièvement, mais je vais quand même un peu devoir m'éterniser parce que il y en a un petit peu à dire sur toutes ces cartes qui sont toutes vos cartes d'action disponibles. Donc on a migré, la carte migrée, il faut payer une nourriture, hein, une ressource verte, pour pouvoir amener sur le plateau un de vos personnages. Voilà, ça a un coût. Vous le prenez et vous le mettez soit, alors vous allez évidemment au début de jeu, vous le verrez quand on va commencer à jouer, on en place un gratuitement, là où il y a des cercles roses, uniquement. Vous avez le choix, là où vous voulez, vous placez votre premier dans la forme que vous voulez, enfin, dans la guilde que vous voulez. Mais le deuxième que vous ferez rentrer, vous devrez payer donc une nourriture et aller le placer soit à côté de celui que vous avez déjà, soit à côté d'un marqueur d'influence qui dirige un lieu, c'est-à-dire qui est dessus, posé comme ceci, et non pas à côté. Ou sinon, vous avez aussi cette possibilité, alors là ce sont les règles avancées, mais nous on va tout vous expliquer, hein. Vous avez la possibilité, si l'alchimiste, celui avec l'engrenage, celui-ci est en jeu,
Vous n'êtes pas obligé de mettre le deuxième qui arrive à côté de lui ou à côté d'un, enfin pas à côté d'un personnage, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel lieu entouré de ce fameux cercle rose. Voilà. Voilà pour l'action migrer. L'action de... Alors, toutes les cartes sont en anglais. Hein. Bon, c'est juste les... Et c'est bien le jeu français. Hein. Elles sont toutes comme ça. Ils ont laissé le titre en anglais. Bon, c'est pas très grave, hein, parce que c'est très explicite. Donc, ici, move, bouger, ça permet donc d'avancer vos pions, comme ça, d'une ville à l'autre, par des chemins, uniquement par des chemins reliés, ou sinon vous avez des petites vaguelettes. Ça, c'est pour que le bateau puisse les emprunter, parce qu'on prend un personnage, on le met, on le pose dessus, et on navigue avec ça. Voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est par le bateau, les vaguelettes. Les petites bulles, alors c'est un peu confus, c'est un peu mélangé, hein. Mais quand vous avez le plateau près de vous, vous le voyez mieux. Vous avez les petites bulles qui représentent le sous-marin, et sinon les petites vaguelettes, mais inversées, qui représentent plutôt des oiseaux, on va dire. Hop, ça, ce sont les chemins par les cieux, hein, pour l'aéronef. Voilà, donc vous pouvez vous déplacer en faisant l'action move, vous pouvez vous déplacer d'un lieu, on va dire, hein, d'une section à chaque fois, par personnage en jeu, monstre y compris. Donc vous pouvez maximum bouger de 3 cases, mais pas forcément un chacun, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, vous dispatchez vos 3 mouvements dans tous vos pions, dans un seul pion, comme vous voulez. Et si vous avez des monstres en jeu, ça vous rajoute +1 pour bouger. Voilà. Si vous avez le curé pour l'action qui est en dessous, donc ça, ce ne sont pas des actions différentes, ce sont des actions complémentaires à la principale. Si vous avez le moine qui est en jeu, lui, vous pouvez le bouger, une fois que vous avez fini tous vos mouvements, vous pouvez le bouger d'une case, gratuitement. Voilà. Ce petit symbole veut dire que une fois par mouvement, c'est-à-dire par l'ensemble de vos mouvements, là où vous atterrissez, vous pouvez piquer une ressource, parce qu'on va mettre des ressources aussi, on va les distribuer, vous aurez des ressources sur des lieux, et ben vous pouvez en piquer une en arrivant. Voilà. Sauf si c'est chez vous, c'est-à-dire que si vous contrôlez le lieu en question. Quand il est dessus, ça veut dire que vous le contrôlez. Ça, vous ne pouvez pas vous piquer à vous-même, à piquer à un autre ou à un lieu qui n'est à personne. Voilà pour move. Influencer, là c'est une action où quand vous avez un personnage, donc voilà, toujours hein, le dé comme ça avec le point d'interrogation, ça veut dire hein, c'est pion personnage. Quand vous avez un personnage près d'un lieu, eh bien vous pouvez poser un marqueur d'influence. Si vous avez 3 personnages, par exemple, là, vous allez pouvoir poser 1, 2, 3 marqueurs d'influence dans le même coup, d'un seul coup. Si vous en avez 2 comme ça dans le même lieu, vous ne pouvez pas en poser 2. C'est juste 1 par lieu. Hein, voilà. Bon, je laisse sur le plateau pour l'explication. Je vais m'en resservir, j'imagine. Alors oui, la petite règle pour ça, justement, je vais prendre Mariposa, moi, et moi 2 fois. Imaginons que je contrôle. Il ne peut pas y avoir plus de 3 marqueurs d'influence sur un lieu. Il y a le dirigeant qui est dessus, il y a un sujet, s'il est de la même couleur, donc au même joueur à côté, il ne pourra pas en rajouter plus. Et un autre joueur peut en rajouter un 3e, dans ce cas-là, il devient un cerf. Si on était comme ça, juste un dirigeant et un cerf, si Mariposa, d'un seul coup là, elle fait une influence, elle me vire, moi je deviens le cerf, hop, et elle prend ma place en tant que dirigeant, lui devient le sujet, moi je deviens le cerf. Voilà. Voilà comment ça marche pour chaque lieu. On ne peut pas en avoir plus, ni plus de 2 joueurs, hein, puisque c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, ni plus de 2 joueurs par le lieu, hein, et pas plus de 3 marqueurs d'influence hein, par lieu, 2 à 1 et 1 à quelqu'un d'autre, voilà, qui devient un cerf.
Voilà comment fonctionnent ces histoires de lieux. Alors, ici en bas, si vous payez, alors je vous l'agrandis un petit peu, vous pouvez en plus réaliser l'action que si vous payez un shilling, hein, le petit S dans le rond, ça représente ça, un shilling, vous payez un shilling et que vous avez le pion personnage marchand, hein, c'est-à-dire celui-ci, eh bien vous pouvez placer, par exemple, imaginons Mariposa, elle a le pion personnage marchand, ici, près de ce lieu. Elle veut donc, elle a fait influencer, elle va influencer là, eh bien, comme elle a le pion personnage marchand, elle paye un shilling, elle va remplacer carrément, elle va me virer, elle va me mettre en serre, et elle va prendre le pouvoir de dirigeant. Voilà ce que fait cette action. Ensuite, explorer, ça c'est simple, c'est tous les avant-gardes que vous dirigez, hein, où vous avez un marqueur d'influence dessus. Vous pouvez prendre, alors pour un avant-garde, vous pouvez tirer ces cartes, qui sont des cartes d'ordonnance royale. Je vais vous les expliquer après. Vous pouvez en tirer deux, en choisir une, et l'autre, vous la remettez, on la remet toujours sous la pioche. Il n'y a pas de défausse, c'est toujours remis sous la pioche face cachée. Et vous pouvez en choisir une. Et si vous avez des fiefs avec le point d'interrogation là, ou des avant-gardes supplémentaires, vous pouvez rajouter une carte supplémentaire par soit l'un soit l'autre. Voilà, si vous avez par exemple 3 avant-postes, vous allez tirer 1, 2, 3, 4 cartes et vous en garderez une toujours bien sûr, hein, mais vous avez plus de choix. Si vous payez un fer, après avoir fait cette action, mais après, vous payez un fer, vous allez pouvoir à nouveau faire l'action, mais cette fois une seule fois, de tirer 2 cartes d'ordonnance royale, d'en garder une et d'en remettre une sous la pioche des ordonnances royales. Attention, durant le jeu, on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 ordonnances royales par joueur. Enfin, vous pouvez en prendre de nouvelles, mais dans ce cas, vous devez en remettre d'autres, hop, sous le paquet, vous devez les enlever. Ici, nous avons maintenant la taxe. Alors, la taxe, c'est quoi? C'est par ville que vous dirigez, vous prenez 2 shillings. Et d'autant 1 shilling de plus par ville supplémentaire ou par fief supplémentaire. Voilà. Et un petit bonus ici, si vous avez un personnage chevalier en jeu, vous pouvez prendre de la réserve générale, un marqueur, parce qu'il faut les acquérir, ces marqueurs, on les acquiert en général par cette guilde, en les achetant, mais on peut là en obtenir un gratuitement, à chaque fois de la réserve, on le prend et hop, on le met dans sa réserve personnelle, donc ça c'est pas mal du tout. Si vous avez plusieurs pions, hein, parce que vous pouvez très bien avoir des pions personnages du même type, hein, vous pouvez mettre 3 chevaliers, hein, ce qui fait que vous aurez une force énorme dans la guilde des chevaliers. Ça vous ferait piocher tout de même qu'un seul, hein, voilà, pas plus. Hein. Ensuite, on passe ici à récolte, harvest, où là, il y a même un point de victoire à gagner à chaque fois que vous le faites. Alors là, c'est par les fermes que vous possédez, hein, dont vous dirigez, vous pouvez tirer dans le havre-sac 5 ressources, sans regarder, bien évidemment, et une ressource de plus par fief que vous dirigez, ou par autre ferme que vous dirigez, ou par perle de rosaire que vous possédez. Et ça sera le chiffre qui est marqué, c'est non pas une perle de rosaire, ça fait une ressource supplémentaire, non, non, les perles de rosaire, vu qu'elles sont marquées de 2 à 5, eh bien ça sera le chiffre qui est marqué dessus, ça vous permettra par exemple, si vous avez un champ et une perle de rosaire, vous possédez 5, eh bien vous pourrez piocher le maximum d'ailleurs de 10 ressources dans le sac. Alors qu'est-ce que c'est la ligne d'en dessous? Ce sont les faveurs. Vous pouvez très bien, quand vous tirez par exemple 5, tout est marqué hein, dessus, vous tirez 5, donc position normale, c'est-à-dire vous avez une seule ferme, vous tirez 5 ressources, eh bien vous pouvez tirer 5 ressources, et parmi ces 5 ressources, vous en tirez une au hasard, bien sûr. Sauf si vous avez le pion paysan en jeu, avec le petit mouton, là, on voit un œil à côté d'une ressource, ça veut dire que vous allez pouvoir la choisir dans les 5 que vous avez tirés, c'est vous qui choisissez. Sinon, vous êtes obligé de ne pas regarder quand vous la tirez dans votre main, après l'avoir tirée dans le sac.
Donc ces perles de rosaire qui vous donnent des ressources en plus à tirer, si vous ne vous en servez pas pour faire des faveurs, c'est-à-dire vous mettez tout, quand vous faites une moisson, vous mettez tout à côté de votre champ. Par exemple, là, voilà, Marie possède un champ. Si elle fait une moisson, c'est 5 ressources, par exemple, qu'elle a tirées, on va les mettre à côté, là, voilà. Elle pourra en disposer. D'autres joueurs aussi, d'ailleurs, elles pourront lui piquer, mais une à chaque fois qu'ils font un déplacement et qu'ils arrivent là, justement, on pourra piquer une ressource. Donc reprenons par ce que je disais. Donc pour une perle de rosaire, si vous vous en servez juste pour faire des ressources en plus et que vous ne prenez pas de faveur, la perle de rosaire, vous la conservez, il n'y a pas de souci. Si vous vous en servez pour faire des faveurs, vous allez prendre des faveurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en prendre quelques-unes. Là, dans ce cas-là, pour 5, vous en laissez 4 sur le plateau et une dans votre réserve perso. Et bien là, vous allez retourner la perle de rosaire, qui par contre va devenir un sceau du roi, ce qui peut être aussi très intéressant par la suite. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a Improve, amélioration. Donc n'oubliez pas de marquer, vous faites un point à chaque fois que vous jouez récolte, hein, c'est marqué en haut ici. Donc Improve, lui aussi, il fait des points normalement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une transformation. C'est quand on possède un poste d'avant-garde, en payant un bois, on peut le transformer en ferme. Quand on possède une ferme, en payant un fer, on peut le transformer en ville. Et quand on possède une ville, en payant un sceau du roi, d'où là mon explication que pour vous faire un sceau du roi pour éviter de l'acheter, enfin les perles de rosaire, vous serez obligé de les acheter, mais c'est pas grave. Après, vous les transformez, vous en servez pour des moissons et vous pouvez les transformer en sceau du roi pour vous en servir, pour transformer une ville en fief. Parce qu'un fief, c'est balèze, ça a une défense de plus 2. Et en plus, pour faire du poids à chaque fois dans les guildes, mais ça on va vous l'expliquer en jouant plutôt, c'est balèze le fief. Par contre, si l'on a un fief, on est obligé de s'occuper, enfin il vaut mieux, parce que sinon on a des malus si on ne fait pas de, si on n'attaque pas d'autres adversaires. Voilà. On est obligé d'attaquer 3 fois, 3 adversaires pour recouvrir avec vos petits pions ici, recouvrir ça. Enfin, on vous expliquera ça en jouant. Et pour pas choper ces malus à chaque fin de saison et à la fin du jeu. Alors, revenons à nos moutons. Donc là, vous pouvez transformer donc voilà dans une région. Donc imaginons qu'on est dans la région des déserts là et que Mariposa joue un fer. Elle joue donc cette carte bien sûr. Elle paye un fer qui retourne dans le havresac. Et ici, elle prend un des nouveaux qui sont double face hein, en général, ceux-là. Donc elle va en prendre un pour transformer sa ferme en ville. Donc, hop, celui-là, on le sort du jeu. Enfin, on le sort du jeu, on le met dehors. C'est les jetons de départ. Elle a transformé en ville. Elle remet son pion dessus. Enfin, son marqueur d'influence dessus, pardon. Elle a transformé en ville. Et comme elle l'a transformé en ville, elle gagne une tuile paysage qui est ici. Qui représente aussi d'un côté paysage et de l'autre côté, ça représente les époques. Donc, elle va pouvoir se servir, mais uniquement, vous voyez ici devant, il y a les logos des paysages en question. Donc, le désert étant là avec les petites dunes et les palmiers, elle sera obligée de se servir ici. Par contre, si, imaginons qu'on ait déjà retiré ça, que ça soit sur un 2, et qu'on soit toujours à la saison 1. Elle ne peut pas en prendre parce que c'est soit la saison en cours, soit une saison précédente. Bon, précédente 1, il n'y a pas. Donc, elle ne pourrait pas prendre celui-ci. Elle devrait en choisir un autre, là où elle veut. Seulement, elle ne prendrait pas des points qu'elle prendrait en prenant au bon endroit. Donc, attention, où on transforme, dans quelle région, en regardant bien, c'est important. Donc, vous allez pouvoir gagner une ici, et gagner les points vous regardez
le symbole de la tuile. Hein, si c'est de 1 à 4, bon, et 5 n'existe pas, c'est pas une tuile, le 5 il est gravé en dessous, c'est la fin de jeu. Donc, des tuiles de 1 à 4, vous regardez en face, si vous avez transformé par exemple un avant-garde en champ, enfin en ferme, par exemple si vous avez une tuile numéro 1, eh ben, vous allez prendre 2 points. Voilà, tout est marqué dans ce petit truc, tout simplement. Par contre, comme je vous ai dit, si vous ne prenez pas une tuile de la bonne région, vous en choisissez une autre, ces points-là, vous les oubliez, vous ne les marquez pas. Voilà. Ensuite, vous avez une action ici qui n'est pas complémentaire, mais c'est soit cette action, soit celle-ci que vous allez faire. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? C'est en payant un bois, vous allez pouvoir placer un paysage, c'est-à-dire une des tuiles que vous avez pris, donc à l'envers ça donne quoi? Ben, il y a un paysage, ce qu'on appelle un paysage, où il y a trois ressources. Là, c'est 3 shillings, il y en a, c'est 3 nourritures, il y en a, c'est 3 soufres, et il y a 3 buts pour les... Enfin, 3 cibles, comme ça, pour les buts de tir, qui représentent juste des marqueurs d'influence. C'est à échanger avec des marqueurs d'influence, les cibles, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est un paysage? Donc, on peut installer un paysage si on a un cerf. Alors imaginons, bah moi je suis là, donc je suis le cerf de Mariposa. Eh bien je peux installer un paysage en payant un bois. Je vais installer un paysage puisque j'ai un cerf. Voilà. Et immédiatement, je mets ce qui est marqué dessus. C'est-à-dire que je vais prendre dans la réserve 3 shillings. Je vais aller les coller là-dessus. Et ça, c'est un paysage que j'entretiens. Ce qui me fait que ça compte dans les points de vénération, hein, les points de victoire. C'est très très bien d'avoir, si on a des cerfs et on leur met des paysages à entretenir, eh bien ça vous fait du point en plus, de toute façon. Et ça vous permet aussi à chaque, non pas crépuscule, comme c'est marqué aussi, mauvaise traduction dans les règles françaises, mais plutôt c'est l'aube, parce que dans la règle c'est dawn, et dawn c'est l'aube, non pas le crépuscule, enfin bref. C'est important, le crépuscule c'est à la fin de la journée, et l'aube c'est au début de la journée, c'est pas tout à fait pareil. Donc, à chaque aube, hein, on va bien parler, hein, mais c'est crépuscule dans le mode d'emploi, dans la règle. Donc, à l'aube, vous allez comptabiliser pour vos points de vénération. Si vous avez un paysage vide, vous prenez 2 points. Si vous avez un paysage avec au moins une ressource dessus, là en l'occurrence c'est les shillings, si vous avez au moins un shilling qui a dessus, vous allez marquer 4 points, le double, hein, qu'un paysage vide. Et juste après, vous allez refournir les... Donc vous remettez à nouveau 3 de plus. Donc ça peut s'accumuler. Et juste après, vous pouvez décider, vous, en tant que cerf, puisque c'est un peu à vous, hein, le truc c'est vous qui le gérez, de récupérer tout, sauf un pour le propriétaire, pour celui qui est dirigeant du lieu. Voilà, vous donnez 1 au dirigeant du lieu, une des ressources de là, et là, vous les prenez toutes pour vous. Mais à l'aube d'après, eh ben, évidemment, vous ne marquerez pas des points, vous ne marquerez pas 4 points, mais vous marquerez que 2 points, parce que ça sera vide. Sauf... Vous pouvez marquer 4 points, en fait, je vous l'explique tout de suite. Vous pouvez marquer 4 points s'il n'y a rien dessus, à chaque aube, mais vous sacrifierez ce que vous allez mettre après dessus, c'est-à-dire que vous ne les mettrez pas. Voilà. Mais vous pouvez prendre les 4 points, mais sans rien mettre dessus. Voilà pour cette carte, amélioration. Alors, cette carte, guilde, une des plus importantes. Alors, vous avez les petits sigles en haut des cartes, je ne vous l'ai pas dit aussi, là, vous avez x2, parce que cette carte-là, vous avez une carte pour jouer 2 fois une même carte. Et là où il y a marqué x2, c'est celle que vous pouvez jouer 2 fois. Comme ça, je vous explique tout de suite celle-là, en fait. En payant un salpêtre, donc un cube blanc, vous pouvez jouer les cartes qui n'ont pas marqué x2, qui n'ont rien de marqué, comme ça. Vous pourrez les jouer 2 fois, sinon celle-ci, vous ne pouvez pas les jouer 2 fois. Il n'y a que celle de défense et d'attaque, là, où le x2 il est barré. Celle-là, vous ne pouvez jamais, même avec celle-là, vous ne pouvez jamais les jouer 2 fois. On y vient après. Donc ici, carte de guilde. Ah, celle-là, elle est très importante, puisqu'elle vous permet de commercer ou de faire des actions dans les guildes.
Donc ça se passe comment? Vous avez 3 actions possibles dans une guilde. Vous avez le fait de commercer avec la guilde en question, ou vous avez la possibilité de tirer ou de pousser dans une guilde. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous avez une influence, bah, on va prendre exactement les personnages qu'on a là. Hein. Imaginons que, voilà, moi j'ai déjà ça, Mariposa et ça, donc moi je vais prendre un marqueur d'influence que je vais aller mettre ici. Il y a 5 points, en dessous, là 3 points, là 1 point. Là, ce sont l'emplacement du... Je le mets à l'endroit, voilà. Emplacement, je le retire un peu, vous voyez 5 points en dessous. Emplacement du maître de guilde. Emplacement de l'ouvrier de la guilde. Et là, si vous jouez à partir de 4 joueurs, mais sinon avant, on ne s'en sert pas, l'apprenti. Et quand vous avez le plus d'influence, vous passez maître de guilde. Celui qui est qui vient après vous, il sera ouvrier, etc. On va vous expliquer tout ça en jouant. Donc, j'ai mis un marqueur d'influence là-bas, sur la guilde des alchimistes, parce que j'ai mis un pion alchimiste. Là, sur la guilde des chevaliers, j'en mets un, puisque j'ai un personnage chevalier. Et puis Mariposa, elle va en mettre un sur la guilde des marchands. Voilà. On va mettre, tiens, Mariposa à la guilde des... Hop, elle a un nouveau comme ça, qu'elle vient de faire rentrer. Hop, on lui met... Moi, j'y suis déjà, donc elle va devenir ouvrier. Elle ne prend pas la première place, sauf... Donc, comme on le voit ici, chaque guilde est représentative aussi d'une sorte de lieu. C'est-à-dire... En croisée, comme ça, les alchimistes avec les moines, ce sont les postes d'avant-garde qui leur donnent des points en plus. En ligne droite, comme ça, entre les marchands et les nobles, ce sont les villes que vous maîtrisez, donc, que vous contrôlez, comme ici, par exemple, une ville, Mariposa elle dirige une ville, ça lui fait 1 point de plus en tant que noble ou en tant que guilde des marchands. Et ensuite, fermière est opposée comme ça en diagonale avec la guilde des chevaliers. Eux, ce sont les fermes qui les intéressent. Voilà. Donc ce qui fait que, par exemple, comme elle est venue après moi, elle se place en tant qu'ouvrière, bien sûr. Sauf si... c'est des postes d'avant-garde qui sont importants. Donc pour un personnage, vous le voyez ici, pour un personnage... Ah, là c'est un peu flou, voilà. Pour un personnage posé, ça fait 1 point. Pour un fief, ça fait 3 points. Et pour ensuite, ça c'est les 2 principaux, c'est-à-dire qu'il faut absolument soit un personnage, soit un fief pour poser un marqueur d'influence. Et en dessous, vous avez donc le petit sigle, le petit logo du poste d'avant-garde qui rapporte 1 point de plus pour la direction d'une guilde. Donc ce qui veut dire, mais ça c'est secondaire. Ça ici, c'est secondaire toujours. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un pion personnage de la guilde en question ou un fief de la guilde en question, vous pouvez avoir autant de postes d'avant-garde que vous voulez, ça ne vous donnera pas vous n'aurez même pas le droit de placer un marqueur d'influence dans une guilde. Il faut soit pion, soit fief. Mais ensuite, pour faire plus, comme là je vais vous expliquer, si Mariposa, par exemple, on va dire que donc ceux-là, c'est les postes d'avant-garde, si elle a ça, elle en dirige un, moi j'en dirige aucun. Moi j'ai juste 1, donc j'ai 1 d'influence. Mariposa, elle a 1 d'influence plus 1 d'influence. Elle a 2 points, donc elle passe devant moi. Donc il faut contrôler à chaque fois que vous faites quelque chose, que ça, il faut bien les mettre dans le bon sens. C'est absolument primordial, à chaque fois qu'il va y avoir un changement, que quelqu'un vire quelqu'un d'autre, un truc comme ça, il faut ajuster aux guildes pour savoir qui est le maître de guilde ou l'ouvrier, ou pour les joueurs à plus de 4 joueurs, l'apprenti. Alors, pousser ou tirer, l'action de pousser ou tirer, quand on est en ouvrier, on tire, c'est-à-dire comme ça fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre,
L'ouvrier qui est ici, moi en l'occurrence là, je suis un ouvrier dans la guilde des alchimistes, je vais tirer l'action de la guilde des marchands. Donc comment ça se passe? Eh bien là, il me dit que tout est marqué en fait, hein, donc c'est assez simple. Là, si je tire, c'est-à-dire si je prends 2 ressources ici, de mon choix, pour aller compléter soit un tas, soit une ligne complète, eh bien je marquerai 3 points. Et je pourrais tirer 2 cartes, ces fameuses cartes, c'est les seules d'ailleurs qui est, à part vos cartes d'action, mais ça que vous avez tout le temps, c'est les seules cartes qui est comme ça hors jeu, enfin dans le jeu. Donc vous irez tirer 2 cartes comme ça, comme d'hab, toujours. On en tire 2, on en choisit une, on remet l'autre sous le paquet qu'on n'a pas choisi. Voilà, ça c'est l'action de tirer, c'est-à-dire on fait l'action de cette guilde, on fait la même en fait, mais en moins puissante. Que là, si on pousse vers l'autre guilde, toujours dans ce sens-là, hein, toujours dans le même sens. Là, moi je peux en enlever, enfin non, Mariposa par contre, peut en enlever 4 d'ici, pour aller compléter ici. Si elle complète une ligne ou un tas, si elle en fait un, elle fera 4 points. C'est toujours les mêmes chiffres partout dans toutes les guildes. Hein. C'est-à-dire que si elle arrive à compléter une ligne ou un tas, elle fait 4 points. Sinon 2, 5 points. Sinon 3 ou plus, 6 points. Voilà, c'est toujours la même chose au niveau des points. Voilà ce que c'est de pousser ou de tirer. Et ensuite, commercer avec la guilde, ça se passe ici en bas. Et bien là, pour faire pousser ou tirer, il faut absolument être ouvrier ou maître hein, dans la guilde, bien sûr. Par contre, de commercer avec la guilde, vous n'avez pas besoin. Tout le monde peut commercer avec n'importe quelle guilde. En général, on paye pour acquérir quelque chose. Donc ici, dans la guilde des marchands, on va payer autant de shillings que coûte. Vous pouvez prendre 3 ressources. Elles n'ont pas toutes le même prix. Et vous paierez en conséquence des 3 ressources différentes ou pas que vous avez pris. Plus on va monter, plus elles se raréfient et plus elles deviennent chères. Hein. Ensuite, dans cette guilde-là, vous allez pour 3 shillings pouvoir acquérir un des vaisseaux qu'il y a là. Là, en l'occurrence, il n'y a que du sous-marin. Ici, dans la guilde des chevaliers, pour 3 shillings, vous allez pouvoir acquérir une rangée complète de vos marqueurs. C'est-à-dire, évidemment, vaut mieux attendre que lui construise, c'est les tonneaux de crude, pour aller construire des marqueurs d'influence pour pouvoir prendre la ligne la plus complète possible, parce que le prix est le même, que vous preniez une ligne à 2 ou une ligne à 6, c'est le même prix. Ensuite, ici, vous allez pouvoir acheter tout simplement pour 3 shillings un sceau du roi, au hasard, là, qui est posé là, ou pour 6 shillings, 2 sceaux du roi. Voilà. Et ici, dans la guilde des moines, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir acquérir une perle de rosaire. Alors, un des joueurs qui est à côté de vous va prendre la plus faible et la plus grosse qu'il y a là. Il met dans ses mains, il cache, tac, 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 vous choisissez la main et vous prenez la perle de rosaire, l'autre on la remet dessus. Et vous avez acheté une perle de rosaire pour 3 shillings. Et voilà. Et là, je vous ai expliqué à peu près... on va dire, tout le déroulement du jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avant de jouer? Parce que nous, on aime bien expliquer vraiment en jouant. Ah bah oui, j'ai pas fini. Hein. Là, je vous ai expliqué la carte de guilde. Alors là, en dessous, c'est une action très spéciale, qu'on fait assez peu. Mais si vous payez un soufre, mais qui provient de votre tonneau, non pas de votre réserve générale, mais de votre tonneau, vous remettez donc le soufre dans le havre-sac, vous pouvez offrir un festin. Alors un festin, c'est quand vous vous trouvez, vous, alors vous c'est le dé blanc qu'on voit là, hein. Si vous vous trouvez à côté d'un fief d'une autre personne, d'un autre joueur, ou à côté d'un pion personnage d'un autre joueur, vous pouvez, en payant ce soufre, faire son action de guilde. Alors évidemment, il faut que ça soit la bonne action, vous ne pouvez pas prendre un autre, vous ne pouvez pas prendre le marchand pour faire l'action de la fermière. Hein, non, il faut bien être placé comme ça. Et vous allez pouvoir faire l'action que vous ne pourriez pas faire normalement.
Par exemple, si je joue cette action, au lieu de tirer, je pourrais, moi, faire l'action de Mariposa de pousser. Si, bien sûr, mon pion est près de son pion alchimiste, ou d'un fief alchimiste, qu'elle aurait construit, et qui serait à elle. Et ça, vous allez prendre les points en question, c'est vous qui prenez les points, en plus de faire l'action qui va vous arranger, vous prenez les points comme elle, elle le prendrait, et en plus, en bonus, vous prenez 3 points, comme indiqué ici, en plus. Donc très intéressant. Alors ensuite, on a les trucs un peu vindicatifs. Alors dans ce sens-là, plutôt, on va le mettre conquer and defend, conquérir, défendre. Alors donc conquérir, ça c'est pour faire c'est pour emmerder les autres, c'est pour aussi placer, ça c'est la piste du service militaire, où vous avez 3 malus ici, où à chaque fois que le pion ici d'époque va avancer, vous avez une petite catapulte ici, à l'âge 2, à l'âge 4, vous avez une catapulte, et à l'âge final, 5, vous avez une autre catapulte. Si, quand le pion arrive là, hop, vous n'avez pas mis un de vos pions ici pour cacher la première, vous avez -3. Si, quand vous arrivez là, tac, vous n'avez pas caché les deux, vous avez encore -3, plus -4, enfin, ça s'additionne à chaque fois, et quand vous arrivez au bout, et que vous n'avez rien caché, vous avez la totale, vous aurez perdu 22 points de vénération à la fin du jeu. Pas cool. Donc, pourquoi le service militaire? Il ne sert qu'à une chose, c'est si vous construisez un fief. Parce qu'on peut très bien jouer sans construire de fief. Hein. Le jeu est tellement vaste, on a plein de manières différentes de gagner. Et Mariposa, elle construit pratiquement jamais de fief. Elle préfère faire le voyage épique, que je vais vous expliquer après. Enfin bref, il y a plein de choses dans ce jeu à retenir. C'est pour ça que c'est un jeu quand même assez chiadé, assez vaste. Hein. Mais pas injouable, attention. Hein. Non, une fois que vous êtes dedans, c'est bon. Mais vous allez peut-être vous poser des petites questions en attendant. Ben, moi, je vais essayer en regardant les 2 vidéos, celle-là et celle du jeu, ben, vous allez pouvoir jouer sans regarder de la règle. J'espère. Si je fais des conneries, ben, dites-le moi en commentaire. Hein. C'est fort possible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je reviens à mes moutons. Le service militaire ne sert qu'à ça. Hein. C'est si vous avez un fief. Voilà. Si vous n'avez pas de fief, vous vous en occupez pas, vous vous en foutez, et vos pions, ils vont vous servir à autre chose. C'est-à-dire, vous avez un pion vierge, comme ça, qui vous sert soit à monter sur le voyage épique, soit un premier à couvrir ici sur le service militaire, et vous avez 2 pions préfets, hein, un côté vierge et un côté préfet, où vous avez un point de vénération, et ça, vous allez pouvoir les coller quand vous faites une action, alors il faut être déjà placé, bien sûr, et au moment où vous allez tirer ou pousser, hop, il s'est envolé, voilà, où vous allez tirer ou pousser, vous allez pouvoir placer, si vous voulez, le pion devant, et ce qui vous fera un point de plus à chaque fois. Par contre, une fois que vous l'avez placé, à moins que quelqu'un, où vous perdiez le pouvoir ici, vous soyez obligé de retourner le pion marqueur, donc celui-là il revient avec vous, sinon lui il est bloqué après, hein, c'est fini, mais à chaque fois que vous ferez l'action, ça vous rapportera un point. Et si vous avez les 2, même ailleurs, on va dire, tiens, j'en ai un ici, j'ai placé mes 2. À chaque fois que je ferai soit cette action-là, ou soit cette action-là, je marquerai les 2 points en plus. Voilà à quoi servent les préfets. Vous en avez 2, au cas où. Donc c'est vicieux parce que vous avez 3 pions comme ça, et vous pouvez vous en servir pour des choses différentes. Si vous placez des préfets et si vous voulez monter des fiefs, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour les mettre là, donc vous allez avoir des malus. Ou si vous voulez monter sur le voyage épique, alors le voyage épique, je vous l'explique tout de suite, tiens, allez hop, comme ça. À chaque fois que vous allez jouer Move, d'ailleurs vous avez le petit logo du temple à la fin du voyage épique, vous pouvez la jouer 2 fois, cette carte, donc bouger 2 fois dans votre tour. Et si vous bougez 2 fois dans votre tour, vous avez la possibilité de vous mettre un pion sur le voyage épique, donc au départ ici. Et vous allez pouvoir, à chaque fois que vous bougez 2 fois dans le tour, vous allez pouvoir monter d'un cran à chaque fois. Et ça va vous faire des points à chaque fois de vénération, jusqu'à arriver à 17 si vous vous mettez sur le dernier emplacement ici. Et à chaque fois que vous arrivez sur le deuxième, crac, vous avez le petit logo
des cartes, je fixe, voilà, le petit logo là, des cartes d'ordonnance royale. Vous allez pouvoir toujours en tirer deux et en choisir une, en rejeter une, à chaque fois que vous arrivez là aussi. C'est un petit bonus. Voilà, encore un truc qui va vous faire des points, mais vous ne pouvez pas tout faire à la fois dans ce jeu. Et bien évidemment. Je vous ai pas expliqué ça, mais ça vous allez vite le comprendre quand on va jouer. Les tonneaux, donc comme je vous dis, ça sert à mettre jusqu'à 3, d'ailleurs on voit là la limite, hein, 3 cubes jaunes qui sont du soufre, hein, c'est pour conserver le vin. Tout est logique dans le jeu en fait. Hein. Donc ça c'est la cave avec vos tonneaux, et vous pouvez mettre jusqu'à 3 ressources jaunes donc sur votre tonneau à vous. Ce qui va vous permettre de, à chaque fin de tour, à chaque fois qu'on a fini de faire toutes nos actions, on doit nourrir en face d'eux nos pions personnages. Si j'ai 2 pions personnages, je devrais dépenser 2 nourritures vertes que je balance dans le havre-sac à chaque fois. Ou prendre une jaune, je vous la simule. Voilà, donc j'en ai une là, on va dire, on arrive en fin de tour, j'ai 2 à nourrir. Si je peux pas les nourrir, ils retournent là, hein. Je serai obligé de les remettre dans le jeu après en payant une nourriture. Hein. Donc il faut absolument penser à nourrir vos pions à chaque fois. Il n'y en a que 3, pas ceux qui sont hors jeu, hein, ceux qui sont sur le plateau, bien sûr, il faut nourrir seulement. Hein. Si j'en ai qu'un pion, j'en nourris qu'un. Hein. Donc là, j'ai 2 à nourrir, Mariposa aussi, va falloir qu'on dépense comme on veut, soit des nourritures, donc une nourriture par pion, ou soit un cube de soufre. Alors c'est très intéressant, le soufre, pourquoi? Parce que vous ne le balancez pas, vous prenez votre tonneau et vous le mettez sur votre pion. Et c'est comme s'il était nourri. Il est nourri au pinard, le mec, hein, quand même. Et bien justement, marrez-vous, parce que comme il est nourri au pinard, au lieu d'avoir une défense de 2, parce que dans les attaques, on va y venir, dans les attaques, celui qui se fait attaquer, il a une défense de 2 points. Celui qui attaque, il a une attaque de 1 point. Eh bien, celui qui est bourré, justement, qui porte ce cube jaune, lui, il aura 0 en attaque et 0 en défense. Donc il faut vachement faire gaffe aussi. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on le met dessus, et à la fin du tour d'après, qu'on devra à nouveau nourrir les pions, tout ce que vous aurez à faire, c'est à l'enlever. Et il aura été nourri pour le tour qui vient aussi. Donc, il est nourri 2 tours au lieu d'1, avec un cube de soufre. Mais attention aux adversaires qui peuvent vous attaquer plus facilement, parce que vous êtes beurré. Donc, voilà à quoi sert la carte, à attaquer des adversaires. Si vous êtes à côté d'un fief, d'un personnage, c'est ce qu'on voit en dessous, hein, ici. Hein. Si votre pion en question avec lequel vous voulez attaquer est à côté d'un fief qui ne vous appartient pas, bien sûr, d'un personnage adverse ou d'un monstre possédé par un adversaire, vous pouvez attaquer. Et là, c'est juste une question de différence de points. Alors l'égalité n'y fait rien. Si vous êtes en égalité, vous perdez. Hein, si vous attaquez, faut être supérieur, toujours. C'est pour ça que c'est plus dur, parce que naturellement, l'attaquant a 1, le défenseur a 2. Donc c'est toujours difficile. Il faut au moins être 2 pour attaquer. Mais si vous êtes 2, ça fait 2 contre 2, vous n'y arrivez toujours pas. Donc il faut vraiment, au naturel, être 3 contre 1 pour y arriver, et dans ce cas-là, hop, l'adversaire prend son personnage et hop, il le vire, il sort du jeu, il devra le re-rentrer à nouveau. Voilà. Et vous, en plus, en faisant une attaque, vous aurez le droit de poser un de vos pions ici, qui va cacher les malus. Donc, d'où l'intérêt de conquérir aussi, puis pour emmerder l'adversaire, pour pouvoir lui choper, enfin bref. Donc ça vous fait ça. Alors, vous n'avez pas le droit de jouer comme on voit là. On ne le voit pas très bien peut-être, mais c'est barré, dernière carte barrée. On ne peut pas le jouer en dernière action. Il faut toujours le jouer au moins en avant-dernière action quand vous faites votre tour. Hein. Vous ne pouvez pas garder, conquérir en dernière carte et le jouer en dernière action, c'est interdit. En salpêtre, si vous rajoutez un salpêtre en attaquant, vous avez +1. Ce qui fait que là, par exemple, si j'ai un salpêtre à dépenser, ça me fera 2 contre 2, et moi je rajoute un salpêtre et j'ai 3, et je gagnerai. Je ne peux pas en rajouter plus d'un, sauf si, comme ici, j'ai un chevalier. Dans ce cas, si c'est un chevalier qui est dans l'attaque, eh bien il pourra rajouter autant de salpêtres qu'il veut, qu'il a, et qu'il veut bien mettre.
Sinon, vous pouvez faire cette action en bas, qui est une action un peu ignoble, c'est affamer le peuple. Il faut avoir un pion noble, donc, comme on peut voir ici, de la guilde des nobles. Quand vous êtes près d'un... Alors, on ne voit pas les deux logos, on voit le vôtre pour simuler un cerf, mais il peut attaquer aussi un sujet. Alors, je simule le truc. On va le faire avec un des miens, voilà. Donc, Mariposa avec ses rouges contrôle, et elle a un sujet. Eh bien ici, je peux attaquer son sujet. Sinon, imaginons le contraire. Mariposa, on va retirer cette tuile de paysage, vous expliquer ça. Mariposa, elle est cerf, et ben je peux affamer le cerf. Soit un sujet d'un adversaire, soit un cerf d'un adversaire. Il n'y a pas à combattre, il n'y a rien à faire de spécial, vous ne marquez aucun point. Ah oui, au fait, pardon, quand vous réussissez à défaire comment on appelle ça, soit un monstre, un des deux monstres, là, le Behemoth ou le serpent de mer, là, si vous arrivez à les prendre ou si ça vous intéresse, ou un personnage, vous marquez 2 points, si vous réussissez, bien sûr. Et si c'est un fief que vous réussissez à défriser, vous marquez 4 points. Alors, je reviens sur l'action du bas. Hein. C'est soit celle-là, soit celle-là. Hein. C'est pas une complémentaire non plus. Hein. Quand vous avez ces petites flèches au milieu, c'est toujours l'une ou l'autre. Donc, si vous avez un pion noble, comme ça, comme je viens de vous expliquer, vous allez pouvoir, ce qu'on appelle affamer le peuple, ce qui va vous permettre de quoi? De poser un pion à nouveau ici. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et si vous affamez le peuple, vous ne marquez pas de points parce que cet acte, comme ils disent dans les règles, est ignoble. Et par contre, si vous affamez le peuple, toutes les petites perles de rosaire qui sont sur les poulets, elles sont décoinchées. Pourquoi? Parce qu'on affame le peuple, ils bouffent leur poulet. Donc on retire toutes les perles de rosaire qui retournent dans la réserve générale. Parce qu'elles servent à quelque chose, mais ça vous le verrez en jouant ça. Voilà pour cette carte. Hein. La carte de défense, eh ben c'est vous la prenez dans votre main au cas où vous suspectez un adversaire de vouloir vous attaquer avec cette carte. Mais ça, il faut le deviner, on ne sait pas, parce qu'on choisit chacun nos cartes en secret, et ensuite on les joue une par une. Hein. Alors celle-là, on ne la joue pas. Celle-là, on la garde dans sa main, et on la joue si quelqu'un vous attaque. C'est une défense de +1. Voilà, ça vous donne +1 de défense pour vos fiefs de défense, vos pions personnages, vos monstres. Ça vous donne +1 en attaque. Et en plus, vous gagnez 1 point en vous défendant. Si jamais personne vous attaque, sachez que le point, vous le gagnez quand même. Comme si la carte avait été jouée, vous la jouez pas, vous la défaussez, enfin vous la défaussez, elle n'est pas jouée, on la pose, voilà, l'action est foutue, tant mieux, personne ne vous a attaqué, et vous marquez le point, par contre, hein. Contrairement à attaque, où vous ne marquez pas les points, si vous ne réussissez pas, l'attaque. Voilà, celle-là non plus ne peut pas être jouée 2 fois comme celle-ci, hein, bien sûr, c'est les 2 cartes interdites à jouer 2 fois d'affilée. Voilà à quoi elle sert. Et vous avez aussi une action ici, qui est la guérison de celle-là, en fait. Hein. C'est une action de contre affamer le peuple, en payant une nourriture. Vous arrêtez l'action de votre adversaire qui veut affamer le peuple, donc vous enlevez soit un sujet, soit un cerf, en faisant cette action. Voilà. Et en plus, vous allez prendre dans la réserve générale un sceau du roi, et vous allez mettre le sceau du roi sous ce fameux cerf ou ce fameux sujet qui a été attaqué. Très intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'il a l'immunité royale maintenant. Ce qui fait qu'il ne peut plus être attaqué de cette manière avec affamer le peuple. Tant que vous pouvez le mettre dessus, même si vous voulez. Voilà. Tant que le sceau est sur votre sujet ou votre cerf, hein, un des deux, on ne peut pas affamer ce pion. Et en plus, vous pouvez retirer et donc gagner votre sceau royal quand vous le voulez. Donc ça vous fait gagner un sceau royal qui est là, tant qu'on ne vous attaque pas, et quand vous voulez, vous pouvez le récupérer à tout moment et vous en servir, surtout pour la fin, parce que dans les ordonnances royales, on a des mandats et des chartes, alors je ne sais plus lequel est lequel, mais on s'en fout un peu. Celle-ci, où le sceau est déjà apposé, c'est des cartes bonus un peu à pouvoir jouer
Pas plus de 3, je vous ai dit, et vous allez pouvoir, par exemple là, pour un bois, vous allez pouvoir acquérir un navire, hein, c'est les cases qui sont entourées. Pour un fer, vous allez pouvoir obtenir un sous-marin, donc c'est assez intéressant. Hein. Là, ça vous donne, par exemple celle-là, ben, elle vous donne des attaques en plus. Plus 1 en attaque, et si vous dépensez un fer, plus 2 en attaque. Donc voilà. Et celles qui n'ont pas le sceau, eh bien ça c'est des cartes à jouer en fin de partie, mais elles seront valables si vous avez un sceau du roi appliqué dessus. Hein, donc il va falloir prévoir de gagner des sceaux du roi pour pouvoir mettre par carte un sceau, et dans ces cas-là, vous gagnerez les points qu'il y a au-dessus. Si vous faites, par exemple là, il est dit que si vous avez à la fin du jeu 2 salpêtres, 2 soufres pardon, sur votre tonneau, vous allez gagner 5 points. Et si vous en avez 3, vous allez gagner 7 points. Voilà. Là, alors si vous vous posez la question, parce qu'on se l'est posé pour ces cartes-là, c'est un peu galère à trouver, parce que tous les points représentent des villes bien précises sur la carte. Si vous les occupez, enfin vous en occupez, donc c'est toujours 3 points de vénération, 5, 7, 9 points de vénération. Il y a toujours 4 d'écart comme ça. C'est soit si vous contrôlez une ville, 2 villes, 3 villes ou 4 villes. Après, si vous en contrôlez plus, ça ne fera rien de plus. Mais voilà, une de ces villes-là, faut les repérer, hein, c'est un peu ardu des fois, mais vous faites ça et puis vous regardez le dessin, vous repérez les villes, et celle que vous dirigez à la fin du jeu, vous pourrez gagner les points en fonction du nombre de villes, 1, 2, 3, 4, à partir de 4, après 5 villes, on s'en fout. Voilà, bah je pense que j'ai fait le tour de l'explication, et avec ça, vous allez devoir vous démerder et jouer comme ça. Donc la carte de 2, oui, je vous l'ai expliqué, c'est bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour un premier temps. J'ai peut-être pas tout dit, mais je voulais quand même vous faire, parce que le jeu est quand même bien touffu. On ne peut pas tout dire comme ça en un seul jet, il faut y jouer en même temps, et on vous expliquera comme d'hab. Hein, voilà, à la prochaine vidéo qu'on va faire assez rapidement. Voilà. Eh ben, une bonne journée à tous, et franchement, pour ceux qui aiment les jeux, alors c'est long, hein, comme jeu, hein. Il y en a pour au moins 2-3 heures, hein, facile, à 2. Donc après, à plus, on n'y a pas joué encore, d'ailleurs on aimerait beaucoup. Voilà, eh bien, je vous conseille de l'acheter, franchement, hein. Si vous ne savez pas où l'acheter, vous êtes dans le coin, allez à Figeac, chez mon pote Julien à Brawl Store, voilà, s'il ne l'a pas, vous le commandez. Le jeu est fabuleux. Franchement, moi, c'est parmi mes... J'ai pas de jeu préféré. On fera jamais de top 10 parce que je peux pas classer des jeux de 1 à 10 comme ça. Tel jour, le lundi, j'aurais envie de jouer à ça. Et le mardi, j'aurais envie de jouer à un autre. Donc, par contre, mes jeux préférés, ça j'en ai. Et Fodom, franchement, il en fait largement partie. Grave. Ciao à tous, à bientôt.